Bienvenue à ce webinaire de la Société Santé en français, le premier pour l'année 2024. Mon nom est Adam Berada, je suis agent des relations publiques à la Société Santé en français et je serai votre hôte pour l'heure qui suit. Avant de commencer, je vais vous présenter un peu notre organisme pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, la Société Santé en français est un regroupement national dynamique qui a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français pour les communautés francophones et acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada. La société est le point de rencontre de 16 réseaux régionaux, provinciaux et territoriaux, œuvrant à la concertation des partenaires intéressés à améliorer l'accès à des services de santé en français de qualité dans toutes les provinces et territoires où le français n'est pas la langue de la majorité de la population. Il convient également de rappeler que la Société Santé en français reconnaît que ses bureaux à Ottawa sont situés sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe algonquin, présent en ces lieux depuis des temps immémoriaux. La société honore les territoires traditionnels sur lesquels son personnel et ses partenaires vivent, travaillent et se divertissent. Donc, l'objectif de nos webinaires est multiple. Le premier étant d'offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, de faciliter la prise de décisions éclairées par les données probantes et enfin de favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Et pour ce premier webinaire de 2024, j'ai le plaisir d'accueillir deux panélistes de qualité. Madame Nouré Naye, directrice générale de Réseau Santé Colombie-Britannique. Madame Zachary Georges Gagné, consultante, indépendante, leader communautaire, autrice et artiste. Bonjour Nour, bonjour Zachary et bienvenue à ce webinaire. Avant d'aller plus loin, donc je vous propose de découvrir un peu nos présentatrices. Commençons par Nour, qui occupe actuellement le poste de directrice générale chez Réseau Santé Colombie-Britannique, où elle joue un rôle essentiel dans la promotion de la santé en français dans la province depuis presque 2 ans. Elle a également impliqué dans plusieurs autres activités, donc je vais vous en présenter quelques-unes. Comme elle est impliquée aussi au sein de la communauté francophone depuis de nombreuses années, elle est reconnue pour sa intégrité et son leadership. En tant que mère de 2 enfants, elle œuvre ardemment pour assurer un accès à une éducation francophone de qualité, particulièrement dans un contexte de minorité linguistique. En tant qu'entrepreneur aussi, féministe et défenseur de la justice sociale, nous s'investit activement dans les causes liées aux femmes et à la diversité. Elle est originaire de France et de Syrie et s'est également énormément impliquée dans le processus de réinstallation des réfugiés syriens en Colombie-Britannique lors de leur afflux de 2015 à 2018. Diplômée en architecture, elle est fondatrice de Flock Interiors, une entreprise de décoration d'intérieur à Vancouver. Outre son rôle de directrice chez Réseau Santé Colombie-Britannique, où elle se distingue par sa polyvalence, sa proactivité et son engagement au sein de la communauté francophone et du secteur de la santé en français, Nour siège au conseil d'administration de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, la FCFA pour les intimes, et assure la présidence de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. De l'autre Bonjour. côté, bonjour Nour, bienvenue. Nous avons Zachary Georges Gagné, qui est une artiste, auteure, activiste, consultante et professionnelle bilingue du secteur public, qui se spécialise dans le développement communautaire, la construction de solidarité et la sensibilisation publique. Ayant un héritage franco-québécois écrit, Zachary porte fièrement ses identités autochtones, transféminines et francophones. Zachary souhaite trouver des moyens de faciliter et d'encourager l'intersectionnalité dans divers milieux francophones et anglophones, tels que les espaces de plaidoyer, les espaces communautaires de soutien et les espaces académiques. Son travail vise particulièrement l'amélioration des conditions de vie des personnes de la diversité sexuelle, de genre, des personnes autochtones et racisées et des francophones en situation minoritaire. Présentement, Zachary est membre du comité d'éducation autochtone du CPO et du comité aviseur EDI de l'Alliance nationale de l'industrie de la musique. Depuis l'automne 2023, elle contribue en tant que chroniqueuse aux émissions de Radio-Canada, à l'échelle humaine et les malins, et organise des rassemblements Two Spirit pour la communauté autochtone de Cataraqui. Elle est également l'une des récipiendaires du prix Saphir 2023, remis par la Fondation franco-ontarienne pour souligner l'engagement civil et l'impact des femmes et personnes féminines au sein de la francophonie. Zachary, bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc, vous allez nous présenter aujourd'hui le concept d'intersectionnalité en matière de santé francophone. Avant de commencer, je vous donne la parole, je voudrais juste rappeler quelques règles de logistique. Donc, nos participants sont automatiquement mis sur mute. Vous pourrez participer quand même quand vous voudrez, poser des questions auxquelles on répondra après la présentation donc, de nos panélistes.
Donc, vous pouvez les écrire dans la boîte de chat ou la boîte Q&A au bas de votre écran. Et avant, il y aura aussi un sondage interactif. En cours de webinaire, vous pourrez y répondre donc quand vous voudrez. Il est facultatif et anonyme. Et il y aura également un partage des ressources à la fin du webinaire. En effet, vous pouvez retrouver donc ce webinaire enregistré sur le site de la Société Santé en français d'ici une dizaine à une quinzaine de jours. Donc, mesdames, je vais couper cette présentation et je vous passe la parole avec la vôtre. Donnez-moi juste un instant pour partager mon écran et passer à votre présentation que voici. La parole est à vous. Merci beaucoup, Adam. Bonjour tout le monde. Quoi, c'est quel Georges Nkasun. Je ne ferai pas toute ma présentation. Adam, tu as fait un travail extraordinaire et c'est un honneur d'être là aujourd'hui, de vous parler de l'intersectionnalité en santé francophone. Et c'est un honneur d'être présente aussi avec ma collègue Nour. Je te passe la parole pour t'introduire. Bonjour tout le monde, moi c'est Nourine Aye. Même chose, je suis très très honorée de pouvoir faire cette présentation avec ma collègue Zach. J'espère qu'on pourra répondre à beaucoup de questions et surtout vous aider à comprendre le concept de l'intersectionnalité et l'effet que ça a sur la vie des personnes en général, mais surtout dans le secteur de la santé. Merci. Nous, on peut passer à la prochaine slide où on vous montre de magnifiques photos. J'espère que vous vous rappelez bien de nous et de quoi on a l'air. Mais avec les présentations d'Adam, je pense qu'on peut passer cette diapositive et passer à la première. Et donc aujourd'hui, on est là pour parler d'intersectionnalité, qui est un sujet, qui est un concept qui est important à comprendre pour s'assurer de bien desservir les populations qu'on sert. Puis moi, je vais commencer aujourd'hui en vous parlant de la définition des racines. Qu'est-ce que c'est l'intersectionnalité? Et je commence ça avec une courte définition qui va comme suit. L'intersectionnalité, c'est une notion sociologique qui désigne la manière dont les différentes formes d'oppression, comme le racisme, le sexisme, le classisme, le validisme, l'homophobie, la transphobie et d'autres s'articulent et se renforcent mutuellement. Donc, tous ces systèmes-là partent de mêmes racines, des racines qui sont souvent des racines coloniales. Et donc, au Canada, on est un pays qui a été colonisé. Malheureusement aussi, il y a des fortes valeurs et des fortes notions de suprématie blanche qui sont aux fondations des systèmes dans lesquels on vit. Le système de suprématie blanche est un système qui valorise ou qui prévaut les personnes à la couleur de peau blanche. Et ceci crée des systèmes très particuliers qui diffèrent de l'endroit où on vit, du moment dans lequel on vit. Puis quand je dis d'où on vit, ça peut être autant d'une province à l'autre que d'une ville à l'autre. Les identités, les façons que les systèmes se matérialisent sont diverses et changent selon le temps, l'endroit et les différents contextes socio-économiques. Un élément qui est super important pour moi de toujours parler, c'est de parler des racines du mouvement de l'intersectionnalité parce que ça a des racines très particulières dans le mouvement afroféminisme, féministe. Et c'est d'ailleurs l'universitaire afroféministe Kimberly William Crenshaw qui, en 1989, a apporté devant ce concept d'intersectionnalité dans un contexte juridique en premier, où il y avait un cas juridique où une femme noire voulait prouver qu'elle avait vécu de la discrimination en emploi par son employeur. Et son employeur a voulu dire non, on n'a fait pas de discrimination parce qu'on embauche des personnes noires et on embauche des femmes. Ce qu'il fallait prendre en compte dans la situation de la femme noire en milieu d'emploi, c'est qu'elle était les deux en même temps, femme et noire. Et ceci apporte des conditions de travail, des interactions avec nos communautés, les différents systèmes de pouvoir qui sont très particulières. Et de là est née de l'intersectionnalité pour parler plus particulièrement de sexisme et de racisme subis par les femmes afro-américaines. Mais c'est important de comprendre que maintenant, aujourd'hui, on va peut-être parler d'intersectionnalité d'une façon plus générale. On va parler de différentes identités, mais l'intersectionnalité est trop souvent utilisée et instrumentalisée sans avoir un impact réel sur les femmes noires. Donc, c'est vraiment important qu'on reconnaisse les racines de ce mouvement-là et qu'on construise à partir de ça, et non qu'on adopte ce concept sans réfléchir et sans être très intentionnel sur comment on l'utilise.
Le poème poignant de Sojourner Truth, Ain't I a Woman, est souvent cité comme preuve de la longue tradition de l'intersectionnalité, sans même qu'elle porte encore ce nom dans le féminisme noir. Donc, c'est quelque chose que les personnes qui sont à l'intersection de différentes identités marginalisées comprenaient même avant qu'on trouve le mot en 1989. Et je voulais une quote ici qui provient de Kimberly Crenshaw et qui dit que l'intersectionnalité, c'est une lentille à travers laquelle vous pouvez voir où le pouvoir intervient et se heurte, où il s'imbrique et s'entrecroise. Il ne s'agit pas simplement de dire qu'il y a un problème de race ici, un problème de genre ici, ou un problème de classe ou LGBTQ là. Souvent, ce modèle-là ne va pas tenir compte de ce qui arrive aux personnes qui sont soumises à tous ces facteurs. Et c'est vraiment ça à l'essence qu'on veut parler aujourd'hui. C'est d'une importance incroyable. On va passer à travers les différents facteurs identitaires dans quelques instants qui guident l'intersectionnalité ici au Canada, ou ce qu'on appelle maintenant le Canada. Mais avant ça, je vais vous parler de comment l'intersectionnalité se matérialise au sein de la francophonie même. Euh, Moi, en tant que personne impliquée dans les milieux communautaires, les milieux académiques, je peux témoigner que l'intersectionnalité est en retard dans la francophonie. Ça, c'est simplement un fait. On en parle dans les milieux surtout communautaires, anglophones. Moi, je peux parler plus au niveau des milieux autochtones, au niveau des milieux queer. On parle de l'intersectionnalité depuis le début des années 2010, fin des années 2000. J'étais pas là, mais j'ai des gens qui m'en parlent et qui me prouvent que c'était présent dans ces moments-là. Alors que dans mon parcours en tant qu'éducatrice, en tant que conférencière, on parle de l'intersectionnalité en francophonie peut-être depuis 3, 4 ans. Et donc, on est un petit peu en retard. Et ça ici, les textes d'Alexandre Barry, qui est un chercheur académique francophone et trans à l'Université d'Ottawa, parle de ce retard-là dans les textes comme l'anglo-normativité et la cis-normativité et le texte Francophone Transfeminism, qui explore l'intégration et l'application de l'intersectionnalité dans nos communautés et particulièrement dans les milieux féministes francophones, autant au Québec qu'hors Québec. Et Alexandre Barry met le doigt sur le terme l'institutio-anglicisation de l'intersectionnalité, je vous défie de le dire 4 fois de suite. L'institutio-anglicisation, c'est un concept qui démontre que l'anglais a été prévalu dans l'institution de l'intersectionnalité. Et donc, il y a eu des recherches académiques en anglais, il y a eu des rapports émis sur l'intersectionnalité par rapport à différents systèmes en anglais, mais ça a pris du temps avant que ces ressources-là atteignent nos communautés francophones, qu'elles se sont fait traduire, mais aussi qu'elles se sont fait accepter et adopter par nos communautés francophones. On a vu pendant un moment un refus d'adopter l'intersectionnalité dans la francophonie, et même encore aujourd'hui, on ressent qu'il y a des gens qui disent que l'intersectionnalité n'existe pas. Puis il y a des raisons claires pourquoi on dirait que l'intersectionnalité n'existe pas. C'est que premièrement, pour certaines personnes, on dit que ça ralentit le travail qu'on fait parce qu'il faut donc bien considérer toutes des choses. Ça, c'est seulement la réalité des systèmes qu'on a bâtis et que maintenant, il faut endurer le travail de déconstruction qui nous est obligé pour offrir la dignité, le respect, l'autodétermination de toutes les personnes dans nos communautés. Mais on voit aussi le refus de l'intersectionnalité dans le milieu francophone parce qu'on a l'impression que ça dilue notre message. Malheureusement, en francophonie, on est encore dans une situation où le gouvernement, en anglais on dit nous breadcrumbs, nous donne des petites miettes de pain pour nous satisfaire en espérant que, on va se calmer dans nos causes, dans notre plaidoyer, alors qu'on sait très bien que qu'est-ce que le gouvernement nous offre n'est pas adéquat pour les réalités et les besoins des membres de nos communautés. Et donc, d'ajouter une notion d'intersectionnalité, ça complique la discussion parce qu'on ne peut pas juste dire on veut des services de santé en français. Il faut qu'on commence à dire qu'on veut des services de santé en français qui sont antiracistes, des services de santé en français qui combattent le capacitisme, qui sont transaffirmatifs, etc. Et ça, c'est pas un combat que tout le monde semble être prêt à prendre, malheureusement. On peut passer à la prochaine diapositive. Donc,
Comme on a parlé de l'intersectionnalité et des différents facteurs identitaires, il faut prendre en considération ces différentes identités. Ça ne veut pas dire que chacune et chacun d'entre nous doit être un professionnel de qu'est-ce que comprend chacune de ces identités-là. Souvent, on va être beaucoup plus connaissante vis-à-vis aux identités qu'on partage, mais c'est important aussi de se tourner vers les identités à laquelle on ne s'identifie pas et d'aller essayer de comprendre les réalités. Pas d'être une professionnelle là-dedans, mais de comprendre et de pouvoir aller chercher un peu d'empathie. Et donc, on parle de différents niveaux comme le genre, la race, la classe sociale, l'orientation sexuelle, la capacité physique, parce que toutes ces formes identitaires interagissent pour former nos expériences uniques. Et d'ailleurs, la prochaine diapositive représente bien cela à travers un schéma. Euh, on peut passer à la prochaine. Et si on vous présente la roue de l'intersectionnalité, on était chercher ça par l'oratoire sur la réussite en enseignement supérieur de 2023, et vous pouvez voir une sélection d'éléments identitaires qui impactent le positionnement social d'une personne dans nos communautés. Au centre, on a le pouvoir. Le pouvoir, c'est le gouvernement, les systèmes de justice, les prestataires de services, euh, les influenceurs, les politiciens, tous ces personnes qui ont un pouvoir d'influence et de leadership au sein de nos communautés. Et plus on va loin de ce centre, on se retrouve vers la marginalisation. La marginalisation, pardonnez-moi. Donc, si je prends par exemple l'exemple de la couleur de peau, lorsqu'on est une personne blanche au Canada, on est beaucoup plus proche des systèmes de pouvoir et beaucoup plus favorisé que si là on va un step plus loin, on parle de personnes à la couleur de peau pâle ou mi-foncée, et ensuite à l'extrême marginalisation de nos communautés, on parle de personnes qui ont la peau foncée. Même chose en éducation, une personne qui a des études postsecondaires va être avantagée dans les milieux d'emploi, va avoir accès à de meilleures positions dans nos organisations. Puis ensuite, si on va au secondaire, on s'éloigne un peu du pouvoir. Ensuite, si on n'a pas d'éducation secondaire, qu'on a des éducations primaires, on s'éloigne encore une fois de ce pouvoir-là. Donc, je vous invite à rechercher cette roue, à prendre un screenshot, puis à faire votre positionnement sur les différentes identités que vous partagez pour comprendre où est-ce que vous vous situez par rapport au pouvoir. Ensuite, questionner votre relation à ce pouvoir-là. Comment est-ce que vous réagissez, comment vous interagissez avec les institutions de pouvoir. Et sur ça, mais je vous passe rapidement la parole à ma collègue Nour qui va vous parler un peu plus de la santé. Pardon. Ouais, merci, merci Zach. Maintenant, comme on a compris ce que l'intersectionnalité est, on va voir comment est-ce que ça affecte le système de santé, comment est-ce que ça affecte notre santé, la santé des gens avec qui on travaille, et en tant qu'organisme, je sais qu'avec la SSF, il y a beaucoup d'organismes qui œuvrent dans le domaine de la santé, comment est-ce que ça affecte notre travail. Je sais que Zach, tu voulais partager ton expérience personnelle justement pour expliquer un peu la réalité d'une personne qui vit l'intersectionnalité. Absolument. On peut aller à la prochaine diapositive. Pour moi, c'est important toujours de tangibiliser l'élément d'intersectionnalité. Comment est-ce qu'on le ressent, cette intersectionnalité, lorsqu'on est à l'intersection de différentes identités marginalisées? Et donc, pour moi, je donne toujours l'exemple de la santé, ce qui donne très bien parce qu'on est là pour parler de santé francophone aujourd'hui. Moi, je suis en processus de transition médicale, donc transition de genre. Je suis une personne autochtone avec des problèmes de santé mentale. Je suis une personne qui a un travail, qui a des assurances au travail. J'ai un système de soutien autour de moi. Et donc, quand je vais aller chercher des services de santé, j'ai quand même des questions à me poser pour comprendre et évaluer la pertinence, l'efficacité et l'impact des services que je vais aller rechercher. Et souvent, malheureusement, les premières expériences que je vais me demander ou les premières questions, c'est est-ce que le prestataire de service qui me dessert va blâmer mes problèmes de santé mentale sur mon identité autochtone?
Est-ce qu'on va blâmer mon traitement hormonal pour un autre problème de santé qui n'a aucun rapport avec mon traitement hormonal? Est-ce que on va blâmer le problème que j'apporte sur différentes de ces entités-là? Et ensuite, après m'être demandé ça, je vais me demander est-ce que le prestataire de service connaît les réalités trans, connaît les processus de transition? Est-ce que mon prestataire de santé connaît le langage inclusif? Est-ce qu'il va savoir comment affirmer mon identité tout en me desservant et en m'offrant ma dignité? Et donc, on voit que premièrement, mais je prends conscience de mes identités à travers mes expériences. Je considère ces points lorsque j'essaie d'accéder à des services de santé. Et malheureusement, mais on me mène à prioriser ou à hiérarchiser les identités puis mes besoins. Et donc, si je dois me poser des questions sur mon identité raciale, sur mon identité de genre, mon expression de genre, mon orientation sexuelle, malheureusement, après toutes ces questions, tous ces points d'évaluation sur comment je vais aller chercher des services de santé, mais j'ai presque jamais l'opportunité de même me demander si mon service va être offert en français. Heureusement, je suis une personne qui parle l'anglais aussi, mais comme vous le savez probablement, jamais je serai capable d'expliquer mes problèmes de santé aussi bien en anglais que je le fais en français. Parce que c'est ma langue maternelle, c'est la langue que je parle, c'est celle avec laquelle j'associe le plus les émotions, les sentiments, et donc c'est toujours plus compliqué de le faire dans une langue qui est seconde, même si c'est pas impossible. Et donc, j'évite de poser la question francophone parce que souvent, j'ai pas l'option de le demander. Et je peux vous dire que j'ai jamais reçu de service de santé affirmatif en français à ce jour. Et quand je le fais en français, souvent ça amène à des expériences de discrimination ou de retraumatisation, où on me rappelle que, ah, ouais, c'est pour ça que je ne vais pas chercher des services en français, c'est parce qu'à chaque fois, j'ai ces expériences-là où je fais face à des idées conservatrices ou un manque de connaissances sur les réalités qui impactent mon identité à moi. Et donc, c'est comme ça qu'on tangibilise l'intersectionnalité. C'est pas seulement quand je suis dans la salle avec mon docteur, c'est moi-même, chez moi, avant d'appeler le centre de santé communautaire, je me demande, OK, comment est-ce que je navigue tout ça? Qu'est-ce que je priorise? Comment j'essaie d'éviter la traumatisation, la discrimination, alors que c'est les systèmes, les centres de santé communautaire qui devraient se demander comment est-ce qu'on évite de traumatiser ou de discriminer les personnes qui viennent au sein de nos services. Merci, Nour, pour cette Merci opportunité. Zach d'avoir partagé ton expérience. Si je peux aussi partager la mienne vite fait, il y a quelques mois, mon mari et moi avons eu à peu près la même, à 2 mois d'intervalle, la même expérience où on a dû aller voir un cardiologue et faire des tests du cœur. Mon expérience a pris 2 mois et tout le monde. Et cette fois-ci, c'était pas moi qui me posais les questions parce que je pensais que ben, c'est le système au Canada, ça prend du temps, c'est normal. Donc, je me posais pas les questions, mais c'était les personnes autour de moi qui me disaient, mais est-ce que tu es sûre que c'est parce que t'es une femme? Est-ce que tu es sûre que c'est pas ça parce que tu es une femme voilée ou tu es une immigrante ou... et ces personnes, et moi, j'essayais de repousser toutes ces idées, au contraire. Bien sûr, comme Zach l'a dit, l'idée d'avoir un service en français ne m'a même pas effleurée. J'ai vraiment fait tout mon possible pour avoir le meilleur soin, donc j'ai essayé d'utiliser mon anglais. Mais quand mon mari a eu à peu près la même expérience et que son expérience à lui, ça a pris 2 semaines par rapport à 2 mois, c'est là où je me suis reposé toutes les questions qu'on m'avait posées moi-même. Et le même mois, il y a une étude qui disait que les femmes musulmanes au Canada devraient avoir une étude un peu plus approfondie pour savoir les inégalités qu'elles ressentent. Et c'est là où j'ai compris que peut-être que c'est parce que je suis une femme et que on sait que le problème des cœurs chez les femmes, c'est pas pris au sérieux comme chez les hommes ou que le traitement n'est pas le même. C'était vraiment une expérience qui m'a ouvert les yeux sur l'identité que je vis et l'effet que ça a sur les soins que je peux avoir. Et c'est là où on voit l'influence des déterminants sociaux de la santé. Parce que, encore une fois, je suis une personne qui parle l'anglais, qui est éduquée, qui peut lire et qui peut comprendre ce qu'un médecin me dit. Mais dès qu'on rentre en plus de ça, toutes les couches socio-économiques, l'éducation, le logement, la santé mentale, la santé des individus, tout ça, ben, ça affecte et le service. Et ça affecte non seulement la perception des gens qu'on a,
ou le travail qu'on fait avec ces personnes. Donc, on sait par exemple qu'au Canada, les groupes racialisés sont en moins bonne santé que les personnes de race blanche et l'état de santé des femmes est souvent moins prise en constat que ceux des hommes. Donc, si c'est une femme euh, qui a un handicap, qui n'a pas de logement, qui est peut-être transgenre, à chaque fois qu'on rajoute ces couches, ça fait que le service ou même la confiance en soi pour aller prendre un service en santé va être différent. Si on peut passer à la prochaine. Donc, comment est-ce qu'on peut lutter contre les stéréotypes, la stigmatisation et les préjugés? Encore une fois, on va prendre les préjugés, les stigmatismes un par un différemment, mais garder en tête que l'idée de l'intersectionnalité, c'est que imaginez si la même personne a plusieurs de ces stéréotypes et ces stigmatisations en même temps. Donc, il y a beaucoup d'idées fausses et de préjugés que quand la personne va voir un médecin ou va avoir un service en santé, sont très connus. Par exemple, on sait que les personnes noires ont un service différent parce qu'il y a une idée que les personnes noires ne ressentent pas du tout la même douleur parce que leur peau est différente, elle est plus épaisse, leur sang est coagule plus vite. Donc, on va pas traiter leur douleur de la même façon à cause d'une idée fausse comme ça. Par contre, hier, je parlais à ma collègue qui me disait, moi, quand je vais chez le dermatologue, je sais qu'ils ne comprennent pas ma peau parce qu'à l'école, ils n'ont pas étudié la peau noire. Donc, quand j'ai des réactions à ma peau, tout ce qu'ils avaient dans leur livre, c'était une peau blanche et c'était des exemples sur une peau blanche. D'autres idées fausses que les gens, quand même, ah ben, toutes les femmes ont des crampes quand elles ont leurs règles, par exemple. C'est normal, il faut juste prendre de l'ibuprofène et puis voilà. On va pas aller plus loin. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes gynécologiques qu'on n'a pas vus jusqu'à maintenant, qu'on n'a pas pris au sérieux jusqu'à maintenant, parce qu'on avait cette idée, ben oui, on a des crampes, c'est normal, t'es une femme. Une autre idée, les lesbiennes n'ont pas besoin de frottis, par exemple. Comme elles n'ont pas de relation sexuelle avec un homme, par exemple, elles n'ont pas les mêmes problèmes. Donc, on ne va pas aller chercher plus loin les problèmes qu'elles ont. Donc, maintenant, imaginez si c'est une personne noire, si c'est une personne noire et femme et lesbienne. Imaginez les barrières qu'elle a avant même d'avoir un soin en santé. Euh, Prochaine, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet? Donc, les stéréotypes et les préjugés peuvent avoir plusieurs effets et je vais vous donner quelques chiffres qui sont assez alarmants. Il y a des chiffres au Canada, il y a des chiffres que j'ai pu trouver plus aux États-Unis. Je crois qu'au Canada, on a besoin de faire un peu plus d'études par rapport à l'intersectionnalité, justement, et comment les stéréotypes peuvent affecter la santé. Donc, parmi les séjours hospitaliers effectués au Canada, en 2023, entre 2023 et 2020, pardon, entre 2022 et 2023, ça c'est en un an. Donc on a trouvé que une visite sur 17 a donné lieu à au moins un préjudice. C'est 146 000 hospitalisations qui ont, qui ont reçu ces préjudices. C'est assez alarmant. Les patients autochtones en dialyse ont moins de chances de recevoir une greffe du rein que les autres patients. Ça, c'est aussi au Canada. Il est moins probable qu'un Afro-Américain ait une intervention chirurgicale au stade précoce du cancer du poumon, du côlon ou du sein qu'un blanc aux États-Unis. Quand des hommes et des femmes présentent des symptômes de maladie cardiaque, les médecins sont 2 fois plus susceptibles de diagnostiquer un trouble mental chez la femme. On va tout de suite aller chercher problème au cœur, ok. On va tout de suite aller voir sa santé mentale et ses émotions avant de juste prendre cette douleur plus au sérieux, parce qu'on a l'idée que si un homme se plaint, c'est que c'est plus sérieux ou voilà. Donc, encore une fois, comment ça peut affecter le soin qu'on peut avoir? Prochaine Je peux ajouter slide. un petit quelque chose, Nour, sur ce que Oui, tu absolument, disais. absolument.
Souvent, quand on présente des statistiques comme ça, il y a des gens qui disent: «Ah, mais ça vient d'où? Comment est-ce qu'on prouve? Ça n'a pas de sens, ces statistiques-là. Pourquoi une personne ferait autant de préjugés?» Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui vivent ces questions-là se demandent les mêmes questions. Comment est-ce que ça se peut que ces statistiques-là existent? D'où est-ce qu'ils viennent ces statistiques-là? Parce qu'on ne devrait pas avoir à dealer avec autant de barrières, puis de chemins et de fourchettes dans le chemin pour se séparer et avoir autant de façons de servir les humains, alors que on a tous un corps et notre corps est probablement tous différent d'un niveau à l'autre, au niveau des hormones, au niveau du fonctionnement neurologique. On n'est tous pas une copie-collée. Et donc, pourquoi est-ce qu'on essaie de créer des chemins autant pathologisés, autant streamlined pour servir les humains? Si vous posez ces questions-là en regardant les statistiques, on se pose les mêmes questions aussi. Merci. Et on va voir aussi qu'est-ce que ça a comme effet sur la personne même. Ça peut amener à l'isolation pour éviter la discrimination. Je suis une personne autochtone. Je suis fatiguée. Je ne vais pas aller chez un médecin parce que je sais qu'on va mettre ça sur plusieurs raisons qui sont reliées, par exemple, à mon traumatisme. Ça peut décourager la personne de subir un test de dépistage ou de se faire soigner par crainte de discrimination. On va me juger, on va me discriminer. Donc, cette personne n'ira pas faire ce test de dépistage. La stigmatisation et la discrimination peuvent aussi accroître l'anxiété chez les patients. Donc, avant même de voir le médecin, c'est un niveau d'anxiété différent que quelqu'un pourrait avoir et un manque de confiance dans le système de santé. Et c'est ce qui s'est passé avec moi quand j'ai eu tous ces tests et qu'on me donnait. Mais, je vous ai épargné les histoires que j'ai eues pendant mes tests, la façon dont on m'a parlé, dont on m'a répondu, dont on m'a pris. J'étais vraiment humiliée, je vais dire le mot humiliée. Ce qui a dit que je disais à tout le monde, je n'irai plus jamais aux urgences, mais plus jamais. J'espère que je n'irai plus jamais. Et je le disais même, je veux même plus savoir ce que j'ai ou pourquoi mes symptômes sont là. Je ne veux plus voir de médecin. Je ne veux plus qu'on me parle ou qu'on me juge. Donc, et ça, moi, je croyais que j'étais une personne assez ouverte et que je sais que j'arrive, enfin, je suis visuellement euh, euh, différente, on va dire. Donc, quand je vais voir quelqu'un, je suis déjà préparée qu'on va peut-être me discriminer et je prends ça vraiment à cœur et je pensais que j'étais assez forte, mais ça m'a vraiment affectée au point où je me disais, je ne veux plus jamais aller aux urgences. Merci. Prochaine slide. Ce qui affecte nos communautés linguistiques en situation minoritaire, eh bien, c'est en plus la barrière de la langue. Imaginez si toutes ces personnes dont on vous a parlé, en plus, ont la barrière linguistique et les défis que cette barrière ramène. On sait que les personnes qui ont la barrière linguistique, elles sont exposées à plus de risques accrus d'erreurs de médication, des complications et des événements indésirables. Et c'est là où on sait que les personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer très bien en anglais ou dans une autre langue vont avoir cette honte, cette anxiété et vont peut-être même ne pas aller voir un médecin pour ne pas s'affronter à ça. Merci. Maintenant, comment la théorie de l'intersectionnalité est-elle appliquée dans la recherche sur la santé? Donc, on sait que la théorie de l'intersectionnalité, pardon, est appliquée dans un large éventail de disciplines et surtout dans la recherche quantitative en santé publique. Donc, c'est pour ça que vous allez voir dans plusieurs des nouvelles demandes de subventions qu'on a du gouvernement, vous allez voir que, il y a cette demande d'appliquer l'analyse comparative entre les sexes. Et l'idée de ça, justement, c'est parce qu'on commence à comprendre et à savoir, bon, on le savait depuis longtemps, mais le gouvernement fédéral commence à comprendre que le fait que la position sociale de certains groupes et certaines personnes peut influencer leur santé. On peut savoir que leur revenu, leur sexe, la race, l'éducation, tout ça va affecter aussi les données qu'on peut avoir. Parce que jusqu'à maintenant, quand on faisait des recherches, eh bien, on faisait surtout des recherches sur monsieur et madame tout le monde qui ont l'air de la même chose, mais c'est maintenant important de savoir comment est-ce que tous ces autres euh, euh,
pardon, ces autres... j'ai plus le mot. Photographique. Oui, merci. Vont affecter nos données de recherche. Merci. Pour la next. Merveilleux. Merci beaucoup, Nour. De On rien. vient avec les deux dernières diapositives avant de passer à notre période de questions aujourd'hui. Et là, c'est là où on vient vous engager et on vient pousser la réflexion de votre côté, parce que c'est autant votre responsabilité en tant que leader organisationnel, en tant que prestataire de services, d'agir et de mettre en question les façons de faire qui sont en place et qu'on sait de façon prouvée qu'elles ne sont pas adéquates pour toutes les personnes au sein de notre communauté. Quand on parle de mettre en pratique l'intersectionnalité, ça peut avoir l'air de plein de choses. Mais deux grands angles que j'aimerais mettre de l'avant aujourd'hui, c'est les responsabilités systémiques et les responsabilités personnelles au sein de ces systèmes-là. C'est important de comprendre que quand on est une personne au sein des systèmes, ça ne veut pas dire qu'on peut tout blâmer le système et ne rien faire, parce qu'on fait partie de ces systèmes-là, surtout quand on est en position de leadership dans des organisations, dans les hôpitaux, au sein du gouvernement. Et donc, voici quelques exemples de responsabilités systémiques. Les systèmes en place mènent souvent à l'implémentation de pratiques oppressives. Donc, ça, on le sait. Déjà à la base, les recherches le prouvent. Nous a présenté quelques statistiques. Je vous invite même à vous-même faire votre recherche sur le domaine particulier dans lequel vous travaillez. Les systèmes qui sont en place sont basés, comme on a parlé plus tôt, sur des croyances et des fondations coloniales de suprématie blanche, ce qui mène à différents systèmes oppressifs qui se tangibilisent, qui se matérialisent au sein des systèmes en place. Quand je parle de système, encore une fois, je parle de système éducatif, système de santé, système juridique, système carcéral, système gouvernemental, etc. Donc, la responsabilité des systèmes, c'est d'adresser les structures de nos systèmes et nos pratiques. Pas seulement comment est-ce qu'une personne moi je vis en Ontario, et donc comment une personne au guichet de Service Ontario dessert les personnes qui viennent. Il faut regarder plus loin que juste aux clients système, aux clients bénéficiaires. Il faut regarder aussi au niveau des politiques, des systèmes, des procédures. Comment est-ce que tout ça est mis en place? Et qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on parle, est-ce qu'on mentionne même l'intersectionnalité et les pratiques oppressives qui sont en place dans nos systèmes? Il faut vraiment aller à la fondation. Encore une fois, ça c'est pourquoi beaucoup de personnes refusent d'adopter l'intersectionnalité, c'est qu'on ne peut pas juste continuer de l'avant malheureusement, il faut regarder en arrière, il faut qu'on s'assure de construire des structures, des fondations qui vont nous permettre d'avoir une pérennité dans la façon qu'on fait les choses. Quatre mots que j'utilise souvent quand on parle d'intersectionnalité ou de solidarité, juste en général. Je parle toujours de considérer, reconnaître, adresser et célébrer. Quand je parle de considérer, c'est on considère qu'est-ce qui se fait en ce moment, comment est-ce que les gens vivent qu'est-ce qui se fait en ce moment, comme quel impact ça a, qu'est-ce qu'on fait en ce moment. Donc, on commence par considérer en faisant des recherches, en faisant plein d'éléments introspectifs pour ensuite reconnaître et de dire voici ce qu'on fait bien, voici ce qu'on fait moins bien, voici qu'est-ce qu'on devrait améliorer. Et ensuite, on passe à l'action. On adresse ces inégalités, on adresse ces gaps, ces manquements dans nos services. Et dernièrement, le plus important selon moi, c'est l'aspect de célébrer. Parce que toutes ces identités qu'on vous a parlé aujourd'hui, en termes d'identité raciale, socio-économique, d'orientation sexuelle, euh, tous ces éléments-là, oui, ça apporte de la marginalisation, ça apporte des défis, mais ça apporte tellement de beauté aussi parce que nos expériences de vie sont uniques. Et donc, autant il faut considérer, reconnaître et adresser les manquements, les inégalités, les oppressions, il faut aussi célébrer la beauté, la richesse culturelle au sein de nos communautés marginalisées. Super important. Ça, on peut le voir, l'élément le plus concret, c'est qu'on parle de fierté. Le mois de la fierté en juin de chaque année. On parle de la fierté de SLGBTQI+. On célèbre cet élément-là parce que oui, tout au long de l'année, nos organisations queer font du plaidoyer pour améliorer nos conditions de vie, mais il faut aussi célébrer qu'on est là. Qu'est-ce qu'on a fait auparavant? Comment est-ce qu'on s'est rendu aujourd'hui? Il faut le célébrer aussi. Et ça se fait autant au niveau des systèmes qu'au niveau individuel. En termes de responsabilité personnelle, mais il faut s'éduquer sur les réalités qui ne nous impactent pas. Comme j'ai parlé plus tôt,
Ça ne veut pas dire que si on est une personne blanche, une personne pas noire, il faut être une experte dans les réalités des personnes noires. Même que ça, de se considérer expert sur les réalités d'une autre personne, ça peut mener aussi à la discrimination parce qu'on va parler souvent au-dessus des personnes qui partagent cette identité-là. Souvent, si on est plus proche du pouvoir dans notre charte, dans notre trou d'intersectionnalité et qu'on parle pour quelqu'un qui est plus à la marginalisation, c'est souvent parce qu'on a accès au système de pouvoir. Donc, à la place de parler pour cette personne-là, pourquoi est-ce qu'on les apporte pas, ces personnes-là? On leur fait pas non plus une conférence d'une fois où on parle de leur réalité une fois et on passe à la prochaine parce qu'on a check notre box. Mais comment est-ce qu'on crée un siège pour cette personne-là autour de la table? Si cette personne veut être aussi autour de la table, ça se peut qu'il y ait des communautés qui veulent pas retravailler avec d'autres parce qu'elle a trop été traumatisée ou stigmatisée à travers l'histoire. Donc, on parle de ressources en ligne, de podcasts, d'articles, de sites web, de webinaires comme aujourd'hui. On parle aussi de développement de relations. Est-ce qu'on a des liens avec ces communautés-là? Est-ce que non seulement on a des partenariats de collaboration, mais est-ce qu'on a des relations personnelles avec ces organisations-là, avec ces personnes-là? Est-ce qu'on leur donne du respect? Est-ce qu'on donne de la valeur à leur expérience et à leur connaissance, à leur expertise? C'est toutes des questions super pertinentes à se poser. Euh, Si je tu peux veux juste ça? rajouter, Oui. oui, je voulais rajouter un point aussi. Aussi, donner la chance aux gens de se présenter, de s'introduire, d'expliquer ou de donner leur identité et sans jugement. Parce que ça aide beaucoup parce que au lieu de tout de suite mettre, ah, ok, je la vois, c'est une femme, elle est blanche, elle est noire, elle est. Donc, au lieu que vous mettiez tout de suite votre idée par rapport à ce que vous voyez ou pensez, enfin, laissez la personne s'exprimer et exprimer son identité comme elle le veut et respecter la réponse. Par exemple, quand on me demande Nour, d'où tu viens, je dis même plus que je suis française parce que dès que je dis que je suis française, on est ok, française d'où? Ok, je suis franco-syrienne. Ah, syrienne. Mais par contre, ce qui fait que quand, par exemple, je vais voir un médecin, je ne dis plus que je suis française, mais ça enlève une partie de mon identité qui est assez grande et qui aurait pu donner des réponses à d'autres choses que cette personne changerait. Mais pour eux, les personnes qui attendent ma réponse ont déjà une idée de qui je suis et qu'est-ce que je suis. Quand je suis allée à l'hôpital avec une amie qui m'emmenait parce que j'étais fatiguée, le médecin a posé la question à mon amie sur moi parce que la personne pensait que je ne parlais pas l'anglais. Donc c'est tout de suite des idées qu'on se met, donner la chance aux personnes de s'identifier. Absolument. Merci, Nour. Oui. Puis quand on le fait, ben, comme tu en parlais, c'est d'examiner ses préjugés, ses idées préconçues. Parfois, ça peut sembler tout petit, quelque chose qu'on a entendu une fois, mais qu'on pense pas vraiment, mais qu'à chaque fois, ça revient dans notre tête et qu'on le veut ou pas, de façon consciente ou inconsciente, ça impacte la façon qu'on dessert ou qu'on discute avec une personne. Même si on se dit, je ne suis pas raciste, je suis vraiment pour les personnes gays, les personnes trans, malheureusement, les médias, les ressources qu'on a sont biaisées constamment et on digère, on consomme tous ces documents, ces médias, ces ressources-là. Il faut se questionner constamment sur comment est-ce qu'on internalise ces données-là, ces informations-là. Nous, a parlé de mettre en pratique l'autodétermination, laisser la place à la personne de s'autodéterminer et dernièrement, ben, d'approcher une approche qui est très, très, très préconisée en ce moment, c'est les soins informés par le trauma. C'est toute qu'une recherche, on pourrait avoir un webinaire complet sur comment offrir des soins informés par le trauma, mais c'est de prendre en considération que la personne qu'on dessert a probablement vécu des expériences compliquées. C'est important de les prendre en considération sans demander à cette personne-là nécessairement de régurgiter tous ces traumas. Et ça, au sein des communautés autochtones, on en parle beaucoup de la régurgitation de traumas. On va toujours être apporté à parler des écoles résidentielles, toujours être apporté à parler des violences coloniales, du 60s coup. Et c'est important, oui, d'en parler parce qu'il faut s'en souvenir, il faut qu'on soit explicite. Mais ça apporte aussi lorsque moi, je veux juste aller chercher des services pour mes migraines et que je dois parler de toutes ces violences coloniales, etc., ça rapporte de la retraumatisation. Et donc, il faut que ça soit informé, il faut que ça soit conscient des traumas qui sont en place, sans faire de grandes assumptions sur comment cette personne-là vit ces traumas, comment ça l'impacte le trauma. Parce qu'il y a plein de recherches, notamment dans les milieux familiales,
où deux enfants, deux siblings vivent le même trauma de vivre dans la même maison, mais ça a deux impacts complètement différents sur l'un et sur l'autre. Et donc, c'est important de prendre en considération les traumas, questionner son impact sans faire de grandes généralisations. On peut passer à la prochaine slide. Quelques pistes de réflexion que je vous invite à prendre en note, à faire un screenshot encore une fois pour vous questionner là-dessus. Quand on pense au système et votre place face au système, est-ce que insérer différentes communautés fréquentent nos services? Par exemple, est-ce que les personnes autochtones, est-ce que les personnes musulmanes viennent utiliser nos services? Sinon, ben, qu'est-ce qui pourrait être en place pour les empêcher ou les décourager à fréquenter nos services en ce moment? Ça ne veut pas dire que c'est intentionnel, ça ne veut pas dire que c'est de façon consciente, mais est-ce qu'il y a en anglais on dit hurdles, des barrières qui pourraient décourager ou même empêcher une personne à fréquenter nos services? Si oui, est-ce qu'on connaît les réalités particulières que vivent ces bénéficiaires-là? Donc, s'ils sont là, ces personnes-là, dans nos services, dans nos bénéficiaires, est-ce qu'on connaît leur réalité? Est-ce qu'on sait comment elles vivent les services particulièrement? Puis qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'équipe, pour éduquer notre staff, notre personnel, pour améliorer l'inclusivité dans nos services, pour assurer la sécurité des bénéficiaires de services? Est-ce que quand on se croise les doigts, on ferme nos yeux et on va de l'avant, ou est-ce qu'on prend des actions qui sont non seulement impactantes aujourd'hui, mais qui assurent la durabilité et la pérennité des façons qu'on fait les choses au quotidien, autant qu'on fait les choses annuellement, ou comment on va faire les choses dans 10 ans? Quand on pense plus au niveau individuel, au niveau du personnel, quand vous pensez aux bénéficiaires que vous desservez, est-ce que vous connaissez leurs réalités? Est-ce que vous les connaissez? Comment est-ce que je laisse la place aux bénéficiaires de participer aux soins qu'ils reçoivent et d'informer ces soins-là? Souvent, on en parle beaucoup ça en santé mentale, que si notre thérapeute nous disait exactement tout quoi faire, comment faire pour arriver à la solution magique, sûrement qu'on ferait comme, oh, c'est peut-être pas une thérapeute que je veux continuer à fréquenter parce que j'ai pas de place pour expliquer comment je me sens, qu'est-ce que je sens que j'ai besoin, puis de chercher de l'aide pour accomplir ces choses-là particulières. Et ça devrait être transmis, traduit exactement de la même façon dans les façons qu'on offre des services de santé physique aussi. Et dernièrement, mais quels sont les préjugés inconscients que je porte au quotidien? Ça ne veut pas dire comment est-ce que je suis raciste. Ça veut dire qu'est-ce que j'ai entendu auparavant? Est-ce que ça laisse des traces dans la façon que je desserre les personnes, que je show up au travail ou pour ma communauté au quotidien? Donc ça peut être des questions que vous apportez à votre prochaine rencontre d'équipe. Ça peut être prendre une question et passer 30 minutes à en discuter, comme ça peut être aussi d'aller chercher des soutiens de consultants-consultantes pour aller faire des formations sur les différentes réalités et surtout pour évaluer comment vos services se manifestent et qu'est-ce que vous pourriez faire pour aller de l'avant et tangibiliser le changement. Si je peux juste rajouter un dernier point, un petit clin d'œil à mes collègues qui dirigent des organismes communautaires aussi. Est-ce que quand vous faites vos demandes de subvention, vous gardez ça en tête? Est-ce que quand vous faites vos plans d'action sur 5, 10 ans, est-ce que vous gardez ça? Est-ce que vous vous assurez que toute la communauté francophone dans toute sa diversité et son intersectionnalité est desservie par vos projets et vos actions. Merci, non. Donc, on a une première question. Euh, pour bien reconnaître et célébrer la diversité, on doit souvent d'abord bien identifier et collecter de l'information. Pourtant, la collecte d'informations sur l'intersectionnalité peut être perçue de façon négative, car ce genre d'information a souvent été utilisé par le passé pour alimenter les inéquités plutôt que les réduire. Quels conseils auriez-vous sur la bonne façon de le faire? Merci pour l'information aujourd'hui, très intéressant et très apprécié. Je ne sais pas, Zach, si tu aimerais répondre. Premièrement, Antoine a mis le doigt sur l'élément qui fait que c'est perçu négativement. Souvent, c'est un manque de confiance envers Mhm. les systèmes ou les organisations qui vont le faire. Et je pense qu'ensuite, on peut retourner à deux concepts qu'on a parlé aujourd'hui. On a parlé de développement de relations, autant personnelles que professionnelles. Est-ce qu'on a des relations avec les communautés qu'on tente de recueillir de l'information? Parce que si on n'en a pas et qu'on veut juste s'assurer de l'efficacité, de la rapidité des services qu'on offre, ça, c'est très extractif comme approche.
Est-ce qu'on a, puis là je vous donne des éléments plus au niveau personnel. Si j'ai une amie qui vient me voir et qui me dit, Hey, j'ai ce problème-là, je ne sais pas comment faire et que moi, je n'ai pas vécu ça, si j'assume que je sais tout, je ne vais sûrement pas l'aider beaucoup. Mais si j'assume que je sais rien et que je fais rien par rapport à ça, ça ne sera pas beaucoup plus avantagé. Les conseils que j'ai, c'est de laisser l'autodétermination, encore une fois, puis de le rendre au niveau systémique, l'autodétermination. Si par exemple on essaie de desservir les communautés musulmanes, il y a des groupes au Canada, des organisations qui font de la recherche particulièrement et qui sont l'idée, qui sont informées par et pour les personnes de ces communautés-là. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'affaires à faire ces recherches-là, mais ça veut peut-être dire qu'on a des développements de relations à faire et des collaborations à faire avec ces organisations-là. Parce que je pense que ce manque de confiance-là vient de par le fait qu'on n'a pas de relation, que ça sort un peu de nulle part. Souvent, même, les gens assument que c'est juste parce qu'on va aller chercher du financement qu'on fait de la recherche sur ces éléments-là. Donc, c'est important d'adopter le pari pour l'autodétermination aussi dans nos grands mouvements organisationnels. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire le travail, ça veut peut-être dire qu'on n'est pas les meilleures personnes pour l'idée le travail, mais on a des capacités, on a des ressources pour pousser les sujets et les enjeux de l'avant. Aussi, peut-être un petit tip pour la collecte d'informations. Laissez des questions ouvertes aussi. Je sais qu'on a beaucoup dans est-ce que vous êtes homme, femme, non-binaire? Ce serait mieux de laisser la personne s'identifier sur vos questionnaires, par exemple. Ça aide beaucoup à la collecte d'informations et ça laisse aussi la chance aux personnes de donner des informations qu'on n'aurait peut-être pas pensé à collecter dans nos formulaires. Donc ça, c'est juste pour les pratiques euh, techniques. Voilà. Je Je rajouterais sais- même que si on parle de formulaires plus particulièrement, souvent les gens ne veulent pas répondre aux questions parce qu'elles ne savent pas comment ils vont être utilisés. Parce que peut-être auparavant, elles ont été utilisées pour alimenter les iniquités plutôt que les réduire, comme la question le demandait. Si les formulaires expliquent bien pourquoi, à quoi ça va servir, l'anonymat relié à quelle question mon nom va être associé pour le reste de mon expérience. C'est donner le plus d'informations sans drowner des personnes dans plein d'informations qui ne sont pas pertinentes et qu'elles ne comprennent pas ou qu'elles n'ont pas besoin de savoir. Ça va leur aider aussi à donner la confiance puis à vouloir participer parce que je suis certaine qu'une personne qui va aller chercher des services dans votre organisation veut avoir accès à de meilleurs services, probablement. Et donc, laissons-leur la place, mais expliquons-leur pourquoi on leur demande des informations, du soutien dans ce processus-là. Et ça aide beaucoup quand l'organisme même a des messages qui donnent confiance. Donc, sur vos sites web, sur la façon, comme Zach l'expliquait, mais aussi quand on sait qu'un organisme est ouvert aux diversités de genre, est ouvert à travailler avec des personnes issues de l'immigration, est ouvert et que ça se voit visuellement ça donne aussi un peu plus confiance aux personnes de pouvoir répondre à ces questions ou de venir vers vous en sachant qu'elle va pas nécessairement être discriminée ou jugée. Parce que je crois qu'il y a une grosse peur aussi de jugement. Est-ce qu'on va me juger parce que je suis un 2 3 4 ou un... donc, ça aide beaucoup aussi que visuellement, vos outils, vos sites web, vos messages sont ouverts et donnent confiance aux personnes de s'exprimer. Je ne sais pas si on a d'autres questions. Alors, je me permets de réapparaître sur l'écran et de vous remercier aussi de me joindre à la multitude de commentaires sur le chat pour vous exprimer tous mes remerciements, je veux dire, pour ce contenu. J'ai appris beaucoup de choses, en fait, personnellement, dans ma grande naïveté. Des fois, je me disais que l'une des grandes barrières, je veux dire, à de bons soins, c'est toujours la barrière linguistique et qu'à partir du moment que celle-ci est tombée, on devrait traiter tous les gens de la même manière parce qu'on est tous des humains dans le même bateau. Et là, j'apprends que non, en fait, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. Et l'intersectionnalité, c'est un terme que je ne conseille que très vaguement. Là, je constate quand même que on peut lui donner donc différentes interprétations. Et merci beaucoup pour vos témoignages aussi. C'est encore plus parlant quand c'est apporté par des personnes qui ont vécu ce genre de situation.
Et là, je m'empresse de vous lire un peu. Donc, vous allez le voir, mais je voudrais quand même que les gens aussi qui les ont pas vus puissent les apprécier. Nathalie Boivin, donc, qui était notre ex-collègue à la SFF, vous dit merci, merci, merci. Tout le contenu et le partage dépassent largement mes attentes et m'ouvrent à des réflexions, à des actions concrètes. Bravo. Barbara Lausier, donc du Nouveau-Brunswick aussi. Donc, Noura Zakari, vous êtes formidables et vos informations sont absolument pertinentes et pourront nous faire cheminer dans notre exploration de l'intersectionnalité et des façons de donner plus de mordant à nos efforts en ce sens. Merci de ce précieux partage de connaissances et d'expériences vécues. De la part de Monique Brideau, merci beaucoup pour cette excellente présentation et on en avait encore grandement besoin de ce webinaire. Franchement, oui, j'approuve, j'approuve effectivement. Et donc, Antoine Kéré, merci donc pour la réponse à sa question, très affirmatif. Et une autre question qui demande que si on peut partager les supports. Oui, tout à fait. Ces supports vont être partagés assez prochainement sur le site de la Société de santé en français. Vous allez y retrouver l'intégralité donc de l'enregistrement de ce webinaire ainsi que la présentation donc de nos panélistes. On n'a plus vraiment de questions dans le chat. Moi, j'en aurais quand même quelques-unes. En fait, est-ce qu'il y a des initiatives autres que celles que vous avez évoquées, donc qui pourraient justement viser à améliorer l'équité en matière de soins de santé et en prenant en compte justement l'intersectionnalité? Je sais que vous avez donné diverses pistes, mais est-ce qu'il y a, mais mis à part l'éducation, mais mis à part le fait que on voit que le gouvernement aussi commence à intégrer certains paramètres d'intersectionnalité, comme tu l'as dit, nous aussi, donc même dans des demandes de financement adressées à différents organismes en relation avec la santé, moi j'ai envie de vous demander, ça pourrait peut-être nous servir aussi pour clore un peu donc ce webinaire, quel serait votre conseil au grand public, par exemple, au public qui nous regarde, pour intégrer l'intersectionnalité et les paramètres d'intersectionnalité donc, dans notre quotidien? Je... Donc ta question, c'est pour le système de santé en général ou non, dans le quotidien Le système de de tous les santé, je gens? pense que vous y avez Oui, on répondu comme avait de manière répondu assez dans... mais dans le quotidien, je pense que ça fait aussi partie un peu de l'éducation, donc de s'éduquer comment, comme l'a évoqué Zach, mais peut-être que de manière plus générale et moins technique, je Mhm, dirais. mhm. Hmm. Moi, je dirais vraiment poser des questions pour mieux comprendre. Si, bah, je vis beaucoup, comme tu as dit dans ma bio, j'ai beaucoup de différents chapeaux et je suis par exemple impliquée dans la francophonie. Et jusqu'à maintenant, dans la francophonie, dans tous on m'a pas vraiment encore posé la question, comment est-ce que je vis ma francophonie en tant que femme musulmane, voilée? Je crois que les gens ont peur que s'ils me posent ces questions, je vais percevoir ces questions euh, comme du racisme mais il y a une différence de comment poser cette question. Jusqu'à maintenant, personne ne me l'a posé, même si je sais que je suis là. Et tout le monde, bien sûr, je suis très, très chanceuse de pouvoir être avec des personnes qui ne me jugent pas, qui ne font pas la différence. Par contre, j'ai remarqué qu'en travaillant de plus en plus avec les gens, ils comprennent pas non plus ce que je vis en tant que francophone, femme francophone voilés issus d'immigration, venant de différents pays. Et ça, ce serait peut-être une première chose à faire. De poser la question ouvertement, d'être ouvert aux réponses et de comprendre ce que les personnes qui vivent l'intersectionnalité subissent ou vivent en général, ou vivent leur francophonie, ou vivent la santé, ou voilà, en général. Je ne sais pas, Zach, si tu avais autre chose à rajouter. C'est très similaire. Moi, mon conseil, c'est d'entrer dans des dialogues. Je crois que depuis la pandémie, on a développé beaucoup de réflexes de s'éduquer par soi-même, d'aller lire des livres. On a compris aussi la notion que de demander à quelqu'un juste comme ça, ah, comment est-ce que je peux être antiraciste à une personne qui est racisée? Souvent, c'est pas l'endroit ou la place et c'est extractif. Comme Noura dit, on veut être en discussion, mais il faut que ça vienne d'une place informée, d'une place sensible. Et souvent, ce n'est pas fait.
Mais d'apprendre par soi-même, c'est bien, mais souvent, ce qui nous retient, c'est la peur de faire la mauvaise chose, de faire une erreur. On le voit dans des plus grands mouvements sociétals qu'on ne sait pas comment dealer avec les gens qui font des erreurs. Le Mhm. cancel culture est très grand, puis ça, c'est souvent seulement on va aller reproduire la violence communautaire en éliminant tout lien de soutien d'une personne qui a fait une erreur dans nos communautés. Euh, et je pense qu'il faut apprendre à faire des erreurs, à pas avoir peur, mais à savoir comment aussi faire preuve d'imputabilité par rapport à nos erreurs, de reconnaître qu'on a fait des erreurs, d'expliquer pourquoi on a compris qu'on a fait une erreur, puis ensuite d'entreprendre des processus de réconciliation, de réparation. Mais il faut entrer dans des dialogues parce que de lire Mhm. un livre chez soi, n'éliminera jamais la peur de faire une erreur, de dire la mauvaise chose. Et si chaque personne a peur de dire la mauvaise chose, on va tout être en silence, puis on va se regarder d'un côté de la table et de l'autre, et on va attendre que quelqu'un d'autre fasse quelque chose de mieux que nous. Et de ne pas attendre qu'on nous donne aussi des réponses par nous-mêmes. Par exemple, ça fait 21 ans que je suis au Canada. C'est cette année que j'ai vraiment compris ce que les peuples autochtones ont vécu parce que j'ai eu ces conversations avec des personnes autochtones qui eux-mêmes m'ont dit leur histoire au lieu que l'histoire que j'ai appris en venant et de comprendre ma responsabilité en tant que femme immigrante dans ce pays. Donc, ça donne vraiment une autre ouverture quand on a ces dialogues directement avec les personnes et qu'on laisse les personnes expliquer la réalité qu'elles vivent au lieu que on se la fait apprendre ou de le lire ou d'attendre qu'on nous donne les réponses. Voilà. Merci Nour, merci Zachary, c'était vraiment très inspirant.